Masechet Baba Kama Daf Samer Het, on va commencer par les 5 dernières lignes de Samer Zayin Amud Bet. En agonev hareganav meshalem tashlume kefel. La Gemara reprend ce qu'on avait appris dans la Mishnah, à savoir que si jamais il y a deux voleurs, le premier voleur, c'est celui qui a pris l'objet du propriétaire. Le deuxième voleur, c'est celui qui a volé le voleur. L'arroseur arrosé, le voleur volé. Alors, nous avons un din différent. Le premier voleur devra payer double, alors que le deuxième voleur ne payera que le capital. Nous le savons. La Torah a dit « Yeshalem shenaim lere'ehu ». Quelqu'un qui a volé clandestinement devra payer kefel, le double. Premièrement, il rembourse le capital. Deuxièmement, il est sanctionné. Il y a une pénalité supplémentaire, c'est qu'il doit payer le double. Ça valait 100 shekels, il payera 200 shekels. Contrairement à un gazlan, qui est voleur à l'arraché. Le ganav, c'est celui qui vole clandestinement, c'est lui qui est sanctionné, c'est lui qui doit payer double. Alors qu'un voleur à l'arraché, gazlan, il ne paye que le capital. Il ne paye pas double. Il paye pas double. Non. Quand on dit double, alors, l'objet il valait 100. Oui. Donc il paye 200, le double. Oui. Donc 200 plus 100, ça fait 300. Non. Non. Oui, alors, quand on dit tachloum et kefel, c'est pas le capital plus le kefel. Le capital 100 plus 200, ça fera 300. Jamais. jamais. Tachloum et kefel, c'est en tout et pour tout, il payera double. Ça veut dire il y a 100 pour le capital et encore 100 pour la sanction. Et c'est ce qu'on appelle tachloum et kefel. En tout, il paye kefel. Mais ce din hidushik, ce n'est que pour celui qui a volé du propriétaire. Mais le deuxième voleur qui a volé du voleur, lui, ne payera pas double. Il ne payera que le capital. Comme il est écrit dans la Torah, Vegunav mi betaish. Il a été volé de la maison du propriétaire. Vegunav mi betaish. Velo mi betaganav. Mais pas un voleur qui a volé de la maison du voleur. Celui qui a volé de la maison du voleur ne payera pas double. C'est uniquement celui qui a volé du ish, du propriétaire. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'il s'agit d'un cas de Yehush, c'est-à-dire que le propriétaire avait fait Yehush, il avait désespéré quand il s'est fait voler et il a vu que l'objet a disparu. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'avait plus l'espoir de retrouver le voleur? Il a dit « Vaï lechisaron kis » malheur, j'ai perdu mon argent. Ou bien, il n'a pas fait Yehush. Il est avant Yehush. Il n'a pas fait de Yehush. Il avait encore l'espoir que la police remonte sur les traces du voleur et le rattrape. De quoi on parle? Alors Rav va nous dire Amar Rav, lo shanu ela lifne Yehush. Avale ahar Yehush kenao ganav rishon, veganav sheni meshalem tashlum ekefel et ganav rishon. Rav arrive avec un hidouche phénoménal. Et il dit, sache que cette Mishnah parle du cas où le propriétaire de l'objet qui s'est fait voler n'a pas fait Yehush. Il n'a pas désespéré. Car s'il avait désespéré, alors dans ce cas-là, le voleur a fait acquisition de l'objet. Il doit rembourser que la valeur, mais pas l'objet lui-même. En général, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a volé un objet? Est-ce qu'il peut dire au propriétaire, écoute, la Rolex que je t'ai volée, elle me plaît, je la garde, je te paye que sa valeur. Est-ce qu'il est possible de faire une chose pareille? Réponse, non. Car la Torah dit Veshiv et agezela asher gazal. Ikeren she gazal yahzir. Si l'objet est là, il doit rendre l'objet. Quand est-ce que
le voleur peut s'acquitter en remboursant la valeur de l'objet. Par exemple, quand il y a eu un shinui maaseh, par exemple, il a transformé l'objet, ou bien l'objet a disparu. L'objet n'est plus là. Alors maintenant que l'objet n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut qu'il rembourse la valeur de l'objet. Mais si l'objet est là et qu'il n'y a pas eu de shinui, il faut rendre l'objet lui-même, le restituer à son propriétaire. Mais Rav va dire, c'est halakha, de restituer l'objet même au propriétaire, c'est uniquement si le propriétaire n'a pas fait yéhouch, n'a pas désespéré. Mais s'il avait fait yéhouch, en s'exclamant devant les gens, en disant « Malheur à cette perte d'argent, plus jamais je ne vais pouvoir retrouver le voleur ou l'objet », alors dans ce cas-là, étant donné qu'il a fait yéhouch, écoutez bien, yéhouch connaît. Selon Rav, le désespoir du propriétaire profite au voleur. Et le voleur, désormais, il devient propriétaire de l'objet. Et qu'est-ce qu'il doit rembourser? Il ne doit rembourser que la valeur, mais pas restituer l'objet lui-même. Il doit juste rembourser la valeur au propriétaire. C'est ce que dit Rav. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez bien la suite, c'est incroyable. Combien déjà, ce voleur-là, combien il doit rembourser? Aidez-moi. Bravo! Tashlomé Kefel. Il payera combien pour une montre qui vaut 100 000 shekels? Il payera combien? 200 000, n'est-ce pas? Le propriétaire a fait yéhouch, il garde la Rolex. Il payera le double, 200 000 au lieu de 100 000. Deuxième voleur, pas le premier. Non, on parle pour l'instant, on parle que du premier voleur. Le premier. Alors maintenant, vous m'excuserez si j'écris. Alors, on parle ici du voleur. Je n'ai pas parlé de deuxième voleur encore. D'accord? Je parle d'un voleur. Ok? Dit Kanao, alors ça veut dire quoi? Eh bien voilà. Regarde, d'abord, Kana. Ça veut dire quoi, Kana, les amis? Il a acquis, il a acquis. Ça veut dire quoi? Il a acquis quoi? C'est à lui. Qu'est-ce qui est à lui? C'est l'objet. L'objet, mais qu'est-ce qu'il doit rembourser? Un seul capital. Qu'est-ce qu'il doit rembourser, Rabbi Shimon? Kefel deux fois. Il doit rembourser la valeur, Le capital. mais en double. En double. Kefel, c'est clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Rav? On pousse le bouchon plus loin. Si ce voleur-là, lui-même, il s'est fait voler, Oui. on va les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven était propriétaire de la Rolex. Shimon a volé Réhouven. Lévi a volé Shimon. Maintenant, lorsqu'on va attraper J'ai dit. Shimon d'abord, on a dit il doit payer combien Double. à Réhouven? Le double, 200 000 shekels. Maintenant, Lévi, qui a volé Shimon, il paye double, oui ou non? Non, non. Eh bien, tout le monde s'est trompé. Voilà, il paye nous. D'après Rav, il payera double. Comment ça se fait? Parce que maintenant que le premier, c'est-à-dire Réhouven, a fait Yéhouch, ce Yéhouch-là a fait que désormais Shimon est devenu propriétaire de la Rolex. Et qu'est-ce qu'il doit rembourser? Que la valeur. Mais l'objet lui-même, ça y est, il lui est acquis. Si l'objet lui est acquis, donc il est devenu le nouveau propriétaire. S'il est devenu le propriétaire, donc le Lévi, c'est un voleur qui a volé du propriétaire. Comment s'appelle le nouveau propriétaire? Shimon. Alors Lévi devra rembourser à Shimon, lui également, Kefel, 200 000 shekels. Alors on va relire ça dans le texte. Amar Rav, lo shanu ela lifnei yeush. Rav nous dit ce que la Mishnah nous a enseigné, comme quoi le deuxième ganav ne paye pas kefel. Au premier ganav, c'est seulement si le propriétaire n'a pas fait yeush. Avalé har yeush, mais s'il a fait yeush, Il est devenu propriétaire. kenao ganav rishon, le premier ganav l'a acquis, cet objet, le ganav sheni, meshalem tashlomé kefel, le ganav rishon. Dans ce cas-là, le deuxième ganav devra payer au premier ganav tashlomé kefel. Par rapport à cela, Rav Shechet, qui était l'élève de Rav, va dire « Mon maître, certainement, il somnolait quand il a dit ça. C'est sûr qu'il n'était pas lucide au moment où il a dit ça, c'est pas possible. » Amar Rav Shechet, ki naim veshachiv Rav amar leha shemata. Certainement, il était à moitié endormi quand il a dit cela. Pourquoi ce n'est pas possible? Car il contredit
Rabbi Akiva, Detania, comme on retrouve dans la braïta suivante, Amar Rabbi Akiva, Mipnema Amra Torah, Tavach Machar, Meshalem Tashlume Arba'a V'Hamisha, Mipene Shenishtaresh Bechet. Fin de citation. Rabbi Akiva se demande pourquoi la Torah a été tellement sévère à l'égard du voleur-vendeur. Un voleur qui a acheté... Merci beaucoup. Non, j'ai déjà compris. Merci. Lorsqu'un voleur a revendu l'agneau ou le bœuf volé, combien il doit payer maintenant? Bravo, Arba V'Hamisha. Si c'est un agneau, 4 fois plus. Si c'est un taureau, 5 fois plus. Idem, s'il lui a fait la shrita. Tavach ou machar. L'un ou l'autre. Soit abattage, soit vente. Rabotaille. Rabbi Akiva demande, pour quelle raison la Torah, elle a multiplié par 4 ou par 5 la valeur de la pénalité par rapport à un voleur qui a vendu ou un voleur qui a fait shrita. Pourquoi? Il a volé, ça y est, c'est bon, il a déjà une pénalité. Il a volé, il fait avec ce qu'il veut. Mais non, tu lui rajoutes encore une pénalité. Pourquoi? Alors, Rabbi Akiva a répondu, Mi pene shenishtaresh bechet. Oui, mais il donne la raison de la Torah. Pourquoi la Torah a été aussi rigoureuse à l'égard du voleur qui a vendu ou qui a fait la shrita du bœuf ou de l'agneau? Pourquoi? Mi pene shenishtaresh bechet. Rashi, regardez l'avant-dernier Rashi de la page. Nishtaresh bechet, rasa shorashin, enraciné. Ça veut dire que la faute a pris racine. C'est comme si je prenais des grains et je les mets par terre, sur la terre battue. Et ensuite, plus tard, ça prend racine. Ça s'enracine. Il dit la même chose. Une faute, on peut faire une faute, mais il peut y avoir une faute qui prend racine. C'est beaucoup plus grave. Répétitif. C'est celui qui est récidiviste, c'est-à-dire qui est... Il enfonce le clou de sa faute. Déjà, il a volé. Mais en plus, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge la bête. Au lieu de la restituer, il va l'égorger. Donc, il s'enlève toute possibilité de rendre. Ou bien, il a vendu. Ça veut dire qu'il n'a plus la bête pour la rendre. Il a vendu. Elle n'est plus chez lui. Il ne peut plus la rendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? La Avera du vol, maintenant, il lui a enfoncé le clou. Il a enraciné la Avera dans son cœur. Si jusqu'à présent, il avait encore un espoir de faire teshuva, en restituant l'objet volé, maintenant, il ne peut plus restituer l'objet à son propriétaire. Il s'est enraciné dans la faute. Nishtaresh behet. Shoresh, c'est une racine. Alors, une seconde, juste, d'abord qu'on déduise quelle est la kushia. Rav Shechet va déduire de cette baraïta une kushia sur Rav. Qui est-ce qui peut me rappeler qu'est-ce qu'a dit Rav? Il ne faut surtout pas qu'on perde l'objectif de notre analyse. Qu'est-ce qu'a dit Rav comme Hidush? Bravo. Rav a dit que Yehush connaît. C'est-à-dire que lorsque le propriétaire désespère, il n'a plus l'espoir de retrouver le voleur, alors désormais, dès qu'il fait Yehush, le voleur devient acquéreur de l'objet lui-même. Il ne doit plus rembourser que la valeur. Mais l'objet lui appartient désormais. Si c'était vrai, prétend Rav Shechet, qu'est-ce que ça veut dire Nishtaresh Behet? Rashi explique, enfoncer la racine, c'est-à-dire que la faute a pris racine, ça veut dire quoi? La Gemara a compris. Nishtaresh Behet, écoutez, c'est très subtil, parce que la différence entre ce que je dis maintenant et ce que je vais dire tout à l'heure, elle est très subtile. Rashi nous dit comme ça. On a cru que les paroles de Rabbi Akiva qui a dit un homme qui a abattu ou vendu un objet volé, Nishtaresh Behet, la faute a pris racine. Comment elle a pris racine? Ça veut dire quoi elle a pris racine? C'est pas juste
le fait d'avoir récidivé, le fait de ne pas avoir la possibilité de rendre, c'est autre chose. Chez Kenao ou Mahnoum Ma'asav. C'est-à-dire que maintenant, quand il a vendu, ou il a fait la shrita, ça veut dire que ce qu'il avait fait avant, le vol, l'action du vol, lui a profité. L'action du vol lui a profité, lui a donné profit, il a procuré profit du vol. Vendu, shrita, c'est ça ce qui s'appelle nishtaresh behet. La faute qui a pris racine, c'est une faute qui a une incidence qui profite au voleur. Ça veut dire une faute qui a des répercussions, des retombées. Voilà comment on comprend. Alors, si c'est cela la compréhension, Rav Shechet dit, excuse me, Emat, à quel moment ça a profité au voleur? Si c'est avant Yehush, c'est-à-dire que le propriétaire de l'objet n'avait pas fait Yehush au moment où le voleur a vendu l'agneau ou le bœuf, si à ce moment-là, le propriétaire n'avait pas encore fait Yehush, le voleur l'a vendu, Mika Nishtaresh, Rashi, regardez le premier Rashi, Mika Nishtaresh, Ha lo ahnu ma'asav, de shinui reshut, she shinaou mirshuto lirshut lokeach, belo Yehush, le kalemande amar dekani. C'est-à-dire, si le propriétaire n'a pas encore fait Yehush, qu'est-ce qu'a fait le voleur? Il a revendu l'agneau ou le bœuf? Et alors qu'est-ce qui s'est passé? La faute a pris racine? Ça veut dire quoi, elle a pris racine? C'est que désormais il ne peut plus rendre l'objet parce qu'il a vendu? Ma pitom. La police, elle lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et je l'ai vendu à celui-là. On va les appeler Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, propriétaire, Shimon, voleur, Lévi, acheteur du voleur. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait avec le bœuf? Je l'ai vendu à Lévi. Alors, la police, elle va voir Lévi, où est le bœuf? Il dit, le voilà. Eh bien, la police, qu'est-ce qu'elle fait? Le Beddin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bœuf et il rend à Reuven. Pourquoi? Car Shinui Reshut, sans Yehush, l'Omahne. Changement de propriété, plutôt changement de domaine. Changement de domaine, changement de propriété. Sans Yehush, c'est zéro. C'est nul. Pourquoi? Car la base du Kinyan par Shinui Reshut, c'est Yehush. Rappelez-vous, répétez tout le temps. Yehush ve Shinui Reshut. Yehush ve Shinui Reshut. Il y a Yehush du propriétaire, il y a Shinui Reshut, c'est-à-dire transfert du voleur au nouveau propriétaire, à l'acheteur. Voleur, acheteur. Là, il y a transfert de propriété. Yehush plus transfert de propriété, Yehush plus Shinui Reshut, ça fait Kinyan. Mais Shinui Reshut sans Yehush, c'est zéro. Alors si c'est zéro, ça veut dire que ça n'a aucun impact. Ça veut dire que la police, elle prend le bœuf et elle le rend au propriétaire. Parce que cette vente, elle n'a aucune validité. Ça ne s'appelle pas vendre. Qu'est-ce qu'ils ont comme knas, le voleur et le... Attendez, laissez les knasot. Déjà, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre. Qu'est-ce que voulait dire Rabbi Akiva? Rabbi Akiva a dit, pourquoi le voleur vendeur, doit payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Pourquoi? Parce que Nishtaresh Behet, la faute a pris racine. La Gemara dit, ce n'est pas vrai. La faute n'a pas pris racine. Car c'est quoi la faute? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a vendu après avoir volé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il a vendu? Ça a un impact, ça a une validité, cette vente, mais cette vente, elle vaut zéro. Elle vaut rien du tout, cette vente. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas eu Yehush, alors la vente n'est pas valable. Si la vente n'est pas valable, alors il n'a rien fait quand il a vendu. Donc forcément, de quoi parle Rabbi Akiva quand il a dit Nishtaresh Bechet? Et là, les Ahar Yehush. Donc forcément, il faut dire que primo, le propriétaire a fait Yehush, secondo, le voleur a vendu. Donc Reuven a fait Yehush, et ensuite Shimon a vendu à Lévi. Ah, dans ce cas-là, en effet, étant donné que il y a eu Yehush
plus Shenui Reshut, Rabotai, résultat. Résultat. Résultat, Quoi il paye. Bravo. Il paye 5 fois. Non, bravo. Ça veut dire que l'acheteur a été connu, excellent. La vente est valide. La vente est valide. Car quand il y a Yehush plus Shenui Reshut, désespoir plus changement de propriété, la vente est valide. Donc Lévi est désormais acquéreur légitime de la bête qu'il a achetée. Et donc la police ne peut pas venir lui prendre cette bête. Même si la police demande à Shimon, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Shimon, il a vendu. Et que le Beddin dévoile qu'en effet Shimon a vendu à Lévi cette bête, Il paye 5 fois. eh bien en effet lui, Shimon le voleur, va devoir payer 4 fois plus ou 5 fois plus, mais Lévi, lui, n'a pas à restituer le bœuf ou l'agneau. La police ne peut rien lui faire, car lui, désormais, c'est le nouveau propriétaire légitime, car il y a eu Yehush, Veshinui, Reshut. Alors, comment est-ce possible? Alors, écoutez maintenant la Kouchia. La Kouchia, maintenant, bombe, à laquelle on s'y attendait pas, et c'est ça la bombe, le missile de Rav Shechet. Il dit, Ve'i, Salkadatach, Yehush, Kani, Amay Meshalem Tashlumé Arbab Hamisha, Shelo Toveach, Shelo Mocher. Si c'était vrai ce que disait Rabbi Akiva, pardon, ce que disait Rav, excusez-moi, si c'est vrai ce que disait Rav, que Yehush, tout seul, le désespoir du propriétaire est suffisant pour que le voleur devienne acquéreur, quand Réhouven a fait Yehush, Shimon le voleur est devenu propriétaire de l'objet lui-même, il ne doit que la valeur, mais il ne doit pas l'objet lui-même. Alors dans ce cas-là, l'objet lui appartient. Si c'est comme ça, quand il a vendu M. Shimon à Lévi, il lui a vendu quoi? Un objet qui lui appartient. Ça y est, c'est le propriétaire légitime. Alors pourquoi il doit payer 4 fois plus? Pourquoi il doit payer 5 fois plus? Parce qu'il a vendu. Il a vendu, mais il a vendu quelque chose qui est à lui. Qui était à lui, puisqu'il a fait. Reuven a fait Yehush. Bédiouk. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Là, regardez comment Rav Shechet, si je puis m'exprimer ainsi, il met Rav entre le marteau et l'enclume. Il le pousse dans ses retranchements. Rav, il est bloqué là. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Yehush tout seul les connaît. Alors il dit, Yehush tout seul les connaît. Alors dans ce cas-là, explique-moi cette braïta. Rabbi Akiva nous a expliqué la raison pour laquelle la Torah a condamné le voleur qui a vendu ou shrité le bœuf ou l'agneau. Alors quelle est la raison pour laquelle il paye 4 fois plus ou 5 fois plus? Parce il s'est enraciné dans la faute. Qu'est-ce que ça veut dire il s'est enraciné dans la faute? C'est que sa faute a pris racine. Comment? C'est que maintenant, quand il a vendu, eh bien cette vente, elle est valide. Cette vente est valide et elle est irréversible. D'accord? La vente, elle est valide et elle est irréversible. Car maintenant, quand il a vendu Shimon le voleur à Lévi, la police ne peut plus rien faire à Lévi. Car Lévi est acquéreur de cet objet. Et maintenant, on ne peut pas lui reprendre. Donc la faute a pris racine. Elle est irréversible. Elle est indélébile. Jamais cet objet ne reviendra à son propriétaire. Pourquoi? Car Lévi qui a acheté de Shimon le voleur, il peut garder cet objet. Alors de quoi on parle? De deux choses l'une. Soit de avant Yehush, soit de après Yehush. Alors viens, on va analyser. Il n'y a pas eu Yehush? Réhouven n'a pas fait Yehush? S'il n'a pas fait Yehush, alors excuse-moi, quel est le problème? Il n'y a pas eu de prise de racine, car la vente, elle n'est pas valide. Si la vente est invalide, donc il a beau vendre jusqu'à demain, c'est une vente illusoire. C'est un semblant de vente, parce que on va tout de suite aller voir Lévi, l'acheteur du voleur. On va lui dire, monsieur, il s'est moqué de toi. Ce bœuf-là, cet agneau-là, appartient à Réhouven. On lui prend, on donne à Réhouven. Donc là, la faute n'a pas pris racine, car la vente est invalide. S'il n'y a pas eu de Yehush, chez nous, il réchoute sans Yehush, c'est 0. Et là, Vadaï, forcément, si on dit que Nishtaresh Behet,
la faute a pris racine, ça veut dire que la vente, elle est valide. Comment est-ce possible que la vente soit valide? C'est qu'il y a eu Yehush plus Shenui Reshut. Yehush plus Shenui Reshut. Qu'est-ce qu'on a besoin? Alors regarde, pas qu'on a besoin. Question. Là, il y a eu Yehush. Primo. Shenui Reshut. Secondo. Là, combien tu lui fais payer au voleur? 4 fois plus, 5 fois plus. Rav Shechet dit, mais d'après Rav, c'est pas normal. Mais d'après Rav, ce n'est pas normal de lui faire payer 4 fois plus ou 5 fois plus pour cette vente. Pourquoi? Car toi, tu as dit, Rav, que Yehush tout seul est un facteur qui déclenche l'acquisition. Le Yehush profite au voleur. Dès que le propriétaire fait Yehush, le voleur devient acquéreur légitime de l'objet. Il n'a plus besoin de le restituer tel quel. Il ne rembourse que la valeur. Alors dans ce cas-là, si l'objet lui appartient au voleur, donc lorsqu'il a vendu à quelqu'un d'autre, quand Shimon a vendu l'objet volé pour lequel Réhouven, propriétaire, a fait Yehush, quand il a vendu à Lévi, il lui a vendu quelque chose qui est à lui. S'il a vendu quelque chose qui est à lui, pourquoi il va payer 4 fois plus ou 5 fois plus? Soit on est avant Yehush, soit on est après Yehush. Dans les deux cas de figure, il y a une anomalie, il y a une incohérence. Si on est avant Yehush, pourquoi il paye 4 fois plus, 5 fois plus? De toute façon, la vente n'est pas légitime. On va aller chez Lévi, on prend l'objet, on le rend à Réhouven. Donc, la faute n'a pas pris effet, elle n'a pas pris racine. La vente, elle est caduque. Parce qu'on a retrouvé la bête. La vente est caduque. Et si tu me parles de après Yehush, alors je ne comprends pas pourquoi tu lui fais payer 4 fois plus, 5 fois plus, mais c'est à lui. Ben oui. Il a vendu un objet qui est à lui, puisqu'il ne devait plus que la valeur, il ne doit pas l'objet lui-même. Alors d'une manière ou d'une autre, Rav est coincé. C'est comme ça que Rav Shechet prétend que quand Rav a dit que Yehush tout seul, c'est connaît, certainement qu'il était à moitié endormi. Car ce n'est pas possible de dire un hidouche pareil, ça ne tient pas la route devant ce qu'on vient d'apprendre au niveau de Rabbi Akiva. Eh bien, la Gemara trouve une réponse, malgré tout, à cette kushia atomique de Rav Shechet. Elle y trouve une réponse. Amré, kede amarava, mi pene sheshana bechet, achanami, mi pene sheshana bechet. C'est-à-dire, quand on a entendu les mots nishtaresh bechet, alors on a compris une faute qui a pris racine. Ça veut dire quoi une faute qui a pris racine? Ça veut dire que ça a pris effet. Quand il a vendu, alors la vente est valable. Et comme elle est valide, c'est ce qui fait que maintenant c'est indélébile, irréversible, puisqu'on ne peut plus rattraper l'objet. Non. Behemet, c'est pas comme ça qu'il faut lire. C'est pas nishtaresh behet, mais mipene sheshana behet. Shana, ça vient du mot shnaim. Shnaim, shana behet. Comme quelqu'un qui va dire Eheta ve'ashuv, eheta ve'ashuv. Je vais fauter, je vais faire tchouba. Je vais fauter, je vais tchouba. En maspikin biado la chouv. On ne lui donne pas l'aide céleste de faire tchouba. Eh bien, la Gemara dit comme ça. Avar Adam Avera ve'shanaba na'asit lo ke'eter. Un homme, quand il fait une Avera et il récidive, eh bien, la Avera lui paraît être une chose permise. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude, il croit que c'est permis. Comment on dit quelqu'un qui a récidivé? Quelqu'un qui a répété la chose, Shana Ba. Shana, c'est répéter. Kol hashone halachot. Ça veut dire répéter. Pourquoi une année elle s'appelle Shana? Parce que c'est un cycle qui se répète. Ça se répète sans arrêt, Shana. Ok, alors maintenant les amis, mi pene shashana ba. Tu veux savoir pourquoi la Torah a été sévère à l'égard du voleur qui a vendu ou fait shrita à la bête? C'est parce que il est en train d'enfoncer le clou. C'est-à-dire que non seulement qu'il a volé, mais en plus il fait shrita, ou en plus il fait mechira, il vend. C'est pas que cette vente est valide, parce qu'on parle Béhémet d'avant Yehush. Selon Rav, les amis, comment Rav y comprend Rabbi Akiva? Rav va te dire
que Béhémet Rabbi Akiva, il parle de avant Yehush. Étant donné qu'après Yehush, s'il a vendu après Yehush, il ne payera pas 4 fois plus, 5 fois plus. Pourquoi il ne payera pas? Parce que c'est déjà à lui, il est déjà propriétaire. Alors forcément, de quoi elle parle la Torah? De avant Yehush. C'est quoi ton problème? Si c'est avant Yehush, la vente est invalide. C'est vrai, la vente est invalide. Et pourtant, la Torah, elle est sévère à son égard. Pourquoi elle est sévère à son égard? Parce qu'il a osé vendre. Parce qu'il a osé faire la shrita. C'est-à-dire, même si la vente, elle est caduque, mais le simple fait de se permettre d'aller vendre, ça veut dire que ce monsieur, non seulement qu'il ne fait pas teshuva, mais il s'enlise davantage dans son mauvais comportement. Et il consolide sa faute. Shana behed. Non seulement qu'il a volé, il va vendre. Alors c'est pas que cette vente, elle est valide. Elle est certes caduque, puisqu'elle précède le Yehush, mais malgré tout, il doit payer 4 fois plus, 5 fois plus. Shana behet, et non pas nishtaresh behet. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu comment il a répondu? Comment la Gemara a répondu au profit de Rav. Et donc, Yehush Bémet connaît. Rabotaï, j'ouvre une parenthèse par rapport à la remarque tout à l'heure de notre cher ami. Rappelez-moi votre prénom. Shalom. Rabbi Shalom Hatzadik a dit, mais on a déjà vu ça. Bravo pour la bonne mémoire. C'est vrai. On avait déjà vu, c'est écrit. C'était qui disait ça, que Yehush connaît? C'était Rabba. Rabba. Avec qui est l'élève de Rav. C'est Rav Yosef qui avait dit que Yehush le connaît. Mais Rabba, il avait dit que le Gazlan est connaît. Seulement là-bas. On avait posé des couchiottes à Rabba, et ici on pose des questions à Rav. Les deux, ils ont dit la même chose. Rav, le maître, et Rabba, l'élève. Les deux ont dit la même chose. Que Yehush connaît. Et là-bas, on a vu déjà plein de couchiottes qu'on a posées à Rabba. Et ici, il y a plein de couchiottes qu'on va poser à Rav. Les mêmes questions, on aurait pu les poser à Rabba, et les mêmes questions qu'on a posées à Rabba, on peut les poser à Rav. Seulement, on nous dit Tosfot, pourquoi est-ce que la Gemara les a présentées séparément? C'est parce que l'un a parlé de Gazlan, et l'autre a parlé de Ganav, du voleur à l'arraché et du voleur clandestin. Mais l'esprit est le même, et en effet, toute la démarche intellectuelle qu'on a déjà vue, on est en train de la reprendre ici par rapport à Rav. Gazlan et Ganav. Oui. Il y a le Yehush et il n'y a pas le Yehush. Oui, mais on avait vu qu'il y avait une marloquette, par exemple, Hachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai, chez qui il y a Yehush. Est-ce qu'il y a plus Yehush chez Ganav ou il y a plus Yehush chez Gazlan? Mais en tout cas, si la personne a dit clairement qu'elle fait Yehush, parce que là-bas c'est la présomption de Yehush. Est-ce que Stam Gneva Yehush Be'alim ou Stam Gzela Yehush Be'alim? Mais si la personne elle a fait Yehush clairement, que ce soit Gazlan ou Ganav, c'est pareil. Bon. On est dans la 5e ligne. Tashma, nouvelle question que la Gemara va adresser à Rav. Et là encore, on aura une belle réponse. Tashma, utvaho, omecharo. Dans la Torah, il est écrit qu'un homme qui a volé soit un bœuf, soit un agneau, et ensuite il a vendu, soit abattu. Shhita. Utvaho, shhita, omecharo, vente. La Braïta nous dit Mateviha, she'ena hozeret, af mechira, she'ena hozeret. De la même façon qu'une shhita, c'est irréversible, une fois qu'on a tué la bête, on ne peut pas la faire revivre, elle ne pourra pas ressusciter. Ainsi, la vente, c'est une vente irréversible, indélébile, car la Torah a comparé la vente à la shhita. Et de la même façon que la shhita, c'est une réalité irréversible, ainsi forcément, la vente en question, c'est une vente, mechira she'ena hozeret, comme la tviha she'ena hozeret. Alors, sous-entendu que quoi? Que la vente, elle est valide. Et que quand le voleur a vendu ce bœuf ou cet agneau, c'est irrattrapable. Réhouven était propriétaire,
Shimon a volé le bœuf ou l'agneau de Réhouven. Il a revendu à Lévi. La police ne peut rien faire. Même si le tribunal a attrapé le voleur, la police ne peut pas dire à Lévi, ce bœuf, on va le rendre. Tu as acheté un bœuf qui est volé. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle a dit Utvaho Omecharo, elle a juxtaposé les deux, c'est pour les comparer. Ok. Alors la Gemara, Rab Nachman, regardez ça. Pas Rab Nachman, la Gemara, excusez-moi. La Gemara fait l'analyse suivante. Elle dit Emat. Emat, ça veut dire quoi Emat? Ematai, bravo. C'est comme s'il était écrit en hébreu Ematai. Alors c'est Emat en araméen. Quand Elima lifne Yehush, Amayena Choseret, Ela leachar Yehush. Si tu vas me dire que c'est lifne Yehush qui l'a vendu, que Shimon, le voleur, a vendu à Lévi le bœuf de Réhouven avant que Réhouven fasse Yehush, j'ai pas compris. Amayena Choseret, pourquoi tu dis que cette vente, elle est irréversible? C'est pas vrai. Elle n'est pas irréversible. Pourquoi elle n'est pas irréversible? Il n'a pas fait Yehush. Car il n'a pas fait Yehush. Il n'est pas propriétaire. Et bravo! Et donc, puisqu'il n'a pas fait Yehush, c'est un Shinui Reshut sans Yehush, la vente n'est pas valable. Si la vente n'est pas valide, donc c'est réversible. C'est rattrapable. Pourquoi? Donc c'est sûr que c'est pas de cette vente qu'il s'agit. Et là, les Ahar Yehush. Donc obligatoirement, si on parle d'une vente irréversible, c'est que c'est d'Avka après Yehush. Donc il y a eu Yehush plus Shinui Reshut. Yehush du propriétaire Réhouven, et ensuite transfert de Shimon à Lévi, ça fait Shinui Reshut. Alors Yehush plus Shinui Reshut, là la vente elle est valide et donc irréversible. En hébreu, Mechira she'ena choseret. Répétons, Mechira she'ena choseret. Une vente irrattrapable. Ok, c'est-à-dire on ne peut pas récupérer le bœuf lui-même ou l'agneau. Ok. La Gemara pose la question, elle dit, Veis al kadat arkanye, Amay meshalem arba v'hamisha, shelo utoveach, shelo mocher. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que, au cas où un homme a vendu le bœuf ou l'agneau, il payera 4 fois plus ou 5 fois plus. D'accord? Quand ça? Quand la vente était valide. Et quand est-ce qu'elle peut être valide? Que c'est eu Yehush d'abord, et ensuite chez Noé Reshut. Ribono shel olam, mais selon Rav, qui a dit que Yehush connaît, donc à qui appartient le bœuf ou l'agneau qui a été volé par Shimon? Ça appartient à Shimon, car Réhouven a déjà fait Yehush. Alors au moment où Shimon a vendu à Lévi le bœuf ou l'agneau, ça lui appartenait. Si ça lui appartenait, pourquoi est-ce qu'il payerait 4 fois plus ou 5 fois plus, mais il a vendu quelque chose qui lui appartient? Utvaho omecharo. Qu'est-ce que dit la Torah à propos de quelqu'un qui a vendu ou qui a fait shrita? Arba v'hamisha, il payera 4 fois plus, 5 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il a vendu. Et on a dit que s'il a vendu quand? Forcément, après Yehush. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est après Yehush? Parce qu'on a dit que c'est une vente qui est valide, qui est irréversible. En hébreu, Mechira she'ena choseret. Mais selon Rav, le Yehush a déjà opéré une acquisition au profit du voleur. Oui. Alors si le voleur est propriétaire, c'est à lui. S'il a vendu quelque chose qui est à lui, comment est-ce que tu peux le faire payer 4 fois plus, 5 fois plus? C'est le serpent qui se mord la queue. Si la vente n'est pas valide, donc il n'y a pas de raison de le faire payer 4 fois plus, 5 fois plus pour la vente. Si la vente est valide, pourquoi? Parce que c'est Yehush Veshinui Reshut, ça j'accepte. Mais si tu me dis que Yehush tout seul suffit, on n'a pas besoin de Shinui Reshut, donc Yehush, d'après Rav, ça rend la bête déjà la possession du voleur. Si c'est la possession du voleur, donc il a vendu quelque chose qui est à lui, pourquoi tu te fais payer une pénalité de 4 fois plus, 5 fois plus? Et là, forcément, le Yehush n'est pas conné. Qu'est-ce qui est conné? Que Yehush fait Shinui Reshut. Donc là, je comprends. Quand il a vendu, c'était encore au propriétaire. Oui. Ce n'est que maintenant qu'il a vendu qu'il y a eu transfert de propriété. Ok, là, la vente, elle est irréversible.
Mais il a vendu quelque chose qui n'est pas à lui. Il a vendu quelque chose qui appartenait au propriétaire. Car le propriétaire, bien qu'il avait fait Yehush, mais le Yehush c'est 0 pour l'instant. Mais d'après Rav qui a dit que Yehush c'est pas 0, c'est pas nul. Yehush, c'est suffisant, amplement suffisant pour que le voleur acquiert la bête. Alors s'il a déjà acquise, alors c'est à lui, si c'est à lui. Le fait de vendre, il n'y a aucune avéra. Et pourquoi il payerait 4 Pourquoi il payerait 4 fois ou 5 fois plus? Kushia. Et là encore, la Gemara donne une très belle réponse, qu'elle est Amar Rav Nachman. Prat le shekna le shloshim yom, achanami prat le shekna le shloshim yom. La Gemara se réfère à ce que nous verrons plus tard, qui est une idée de Rav Nachman, et elle l'utilise ici pour répondre à cette question très joliment. Et elle dit, tu veux savoir quelle était la base de la question? C'était Mechira she'ena choseret, une vente irréversible. On a cru que irréversible, ça veut dire une vente valide. C'est ça ce qui veut dire irréversible. C'est pas ça du tout. Ici, la kavana de irréversible, ça veut dire que on parle de quelqu'un qui a vendu Behemet avant Yehush. C'est comme ça que Rav il va te répondre. On parle de quelqu'un qui a vendu avant Yehush. Car s'il a vendu après Yehush, il ne payera pas 4 fois plus, 5 fois plus, parce que c'est déjà à lui. Le Yehush suffit pour faire acquisition. C'est ce que pense Rav. Donc forcément de quoi on parle? On parle de avant Yehush. Alors avant Yehush, c'est toujours Choseret. Tu te dis non, on parle de Choseret ou pas Choseret dans le sens de la durée de vente. Par exemple, quelqu'un qui a vendu que pour 30 jours la bête. Il lui dit voilà, tu as besoin de travailler avec le bœuf pour tirer la charrue et labourer ton champ. Allez, je te vends la bête pour 30 jours, mais après 30 jours, tu me la ramènes. C'est comme une location en fait. C'est une location. Quelqu'un qui vend que pour 30 jours, c'est comme une location, c'est pas considéré une vente qui condamne le voleur à payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Le quadruple ou quintuple, c'est une condamnation uniquement si le voleur a vendu ad vitam aeternam. Il a vendu définitivement, ça s'appelle mechira chez ena choseret. Mais si c'est une mechira choseret, Elle n'est pas vendue. eh bien ça ne s'appelle pas une vente qui condamne le voleur au quintuple ou quadruple. Donc Behemet Rav, il va te dire que de quoi on parle? On parle de avant Yehush. Car s'il y a déjà eu Yehush, il n'y a pas de 4 fois plus, 5 fois plus, puisqu'il a déjà acquis. On parle de avant Yehush. Mais de quelle vente s'agit-il quand on a dit qu'il est condamné à payer le quadruple ou le quintuple? C'est uniquement une vente définitive. Mechira chez Ena Choseret. Mais si c'est une Mechira qui est Choseret, par exemple, il lui dit je te vends pour 30 jours, et après tu me rends la bête, cette vente n'est pas une vente qui condamne le voleur à payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Métivé. Encore une dernière kushia. Ganav ou ba aher ou gnavo. La Gemara va adresser une nouvelle objection à Rav qui prétend que le Yehush est suffisant pour que le voleur fasse acquisition de l'objet volé. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Pourtant, nous avons une braïta ici qui est longue, un peu complexe, parce que il y a 3 parties dans la braïta, mais ensuite, nous allons voir qu'il va y avoir un très grand débat à propos de la structure de cette braïta. Déjà, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'il y a ici une version erronée? On va voir un débat entre les Amoraïm. Certains disent que cette baraïta doit être corrigée. D'autres vont dire que non, elle est juste, mais voilà comment il faut la comprendre. Mais à la première lecture, va ressortir de cette baraïta une forte kushia sur Rav à nouveau. Alors, patience. Métivé. Voici la baraïta à partir de laquelle on adresse une objection à Rav. Que dit-elle? Ganav, ou ba'aher ou gnavo. Harishon, meshalem tashlum et kefel, vehasheni, eno meshalem, et la keren bilvad. La première halakha de la braïta, elle est simple. C'est le din de la Mishnah
mot pour mot. C'est-à-dire, on a deux voleurs. Je vais les appeler Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven est le propriétaire, Shimon est le premier voleur, Lévi est le deuxième voleur. Alors, Shimon, premier voleur, doit payer à Réhouven le double, Tachloum et Kefel, tandis que Lévi, qui a volé Shimon, ne payera que le Keren. Comme on a dit, Vegunav mi bet ha'ish, velo mi bet haganav. On ne paye Kefel que si on a volé du propriétaire, et pas si on a volé du voleur. Deuxième halakha de cette baraïta. Ganav ou machav. Si le voleur a volé soit un bœuf, soit un agneau, et il a revendu. Ou ba'aher ou gnavo. Et voilà que, maintenant, je vais parler de Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Réhouven, le propriétaire du bœuf ou de l'agneau. Shimon, le voleur, a revendu à Lévi. A revendu à Lévi. Et ensuite, Yehuda, c'est le deuxième voleur. Yehuda a volé à Lévi. Donc, c'est l'historique, c'est Shimon a volé Réhouven. Shimon a vendu à Lévi. Lévi est donc l'acheteur de ce bœuf ou de cet agneau. Et ensuite, Yehuda a volé Lévi, qui est l'acheteur de cet agneau ou de ce bœuf. Attendez. Ganav, ou Machar, ou Ba'aher, ou Gnavo. Alors, Harishon, Meshalem, Tashlume, Arba, Hamisha. Harishon, c'est qui Harishon? Comment on va l'appeler? Bravo! Shimon, c'est le premier Ganav. Harishon, c'est le premier voleur. Il payera 4 fois plus ou 5 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il a vendu. Bravo! Parce qu'il a vendu à Lévi. Excellent. Véhacheni, c'est qui Véhacheni? Yehuda. Excellent. Le deuxième voleur, c'est Yehuda. Véhacheni, Meshalem, Tashlume, Kefel. Il payera le double. À qui il payera le double? Le premier voleur. À Lévi. Excellent. Yehuda a volé Lévi. Il payera le double à Lévi. D'accord. Maintenant, troisième cas. Ganav vetavah. Ganav vetavah. C'était quoi le premier cas? Ganav. C'est quoi le deuxième cas? Ganav ou machav. Il a volé et vendu. Troisième cas. Ganav vetavah. Il a volé, il a fait la shrita. Ganav vetavah. Ou ba'aher ou gnavo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait Shimon, le voleur? Il a égorgé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après la shrita? Lévi, c'est le deuxième voleur. Lévi, il vole Shimon, le voleur. Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé la bête qui a été déjà shritée. La bête shritée. Ou gnavo. Alors, quel est le din? Harishon, Meshalem, Tashlume, Arba, Hamisha. Pourquoi il paye Arba, Hamisha? Car Shimon a fait la shrita du bœuf qu'il a volé à Réhouven. Véhacheni, c'est qui Hacheni? Lévi. C'est le deuxième voleur qui a volé la bête shritée. Eno Meshalem, Tashlume, Kefel et la Keren Bilvad. Il ne payera pas double, il payera qu'une fois, le Keren. D'accord? C'est ce qui est écrit. Je suis content que personne ne pose la question, mais il y a ici une question sous-jacente qui saute aux yeux. Mais on la garde. Je ne vais pas en parler maintenant pour ne pas vous embrouiller. J'aurais même pas dû dire ça parce que maintenant vous pensez à chercher la question. Alors, Ganav et Tavah, Réhouven est propriétaire du bœuf, Shimon est le voleur, premier voleur, Lévi est deuxième voleur. Mais qu'est-ce qu'a fait Shimon? Il a fait la shrita. Lévi a volé la bête déjà shritée. Alors, qu'est-ce que paye Réhouven qu'est-ce que paye Shimon à Réhouven? 5 fois. Qu'est-ce que paye Lévi à Shimon? Une fois. Très bien. Fin de citation de Baraïta. À partir de là, comment on va analyser pour déduire une kushia qu'on va adresser à Rav? Katane miha metziata. C'est quoi metziata? La moyenne. Il y a Athala, Emtsa et Sof.
en araméen. Recha, Metsiata, Sefa. On a le début de la Braïta, premier cas. Le milieu de la Braïta, le cas intermédiaire, Metsiata. Et le cas de la fin s'appelle Sefa. Alors maintenant la Gemara dit, Katane Meha Metsiata. Qu'est-ce qu'on avait enseigné au milieu de la Braïta? C'était quoi le deuxième cas? Ganav ou Machal. Il y avait combien là-bas de gens? 4 intervenants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Shimon a volé Reuven et ensuite il a revendu à Lévi. Ensuite Yehuda a volé Lévi. Qu'est-ce qu'on avait dit dans ce cas? Que Shimon il doit payer à Reuven 5 fois plus. On va dire si c'est un short, il lui doit 5 fois plus pour le short. Et ensuite Yehuda qui a volé Lévi lui doit combien? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ganav ou Machar. Il lui doit Kefel, excellent. Il lui doit le double. Pourquoi il lui doit le double? Bravo. Parce que Lévi est devenu, Lévi l'acheteur du voleur, Lévi qui a acheté à Shimon, il est devenu propriétaire. Donc maintenant, quand Yehuda lui a volé, qu'est-ce qui se passe quand il lui a volé? Il a volé d'un propriétaire, donc il lui doit le double. C'est normal. Jusque-là, tout est normal. Maintenant, la Gemara fait l'analyse suivante. Emat, c'est quoi Emat? C'est Quand. C'est comme Ematai. Emat. Elima lifne Yehush. Si c'était avant le Yehush de qui? Avant le Yehush de qui? De Reuven. De Reuven. Mais Regarde, attendez. S'il vous plaît, vous écoutez toute la question. Si après ça, vous avez encore un point de dérogation, Mabrouk. Regardez. Emat. D'abord, c'est quand? Elima lifne Yehush. Si on parle de avant le Yehush, avant le désespoir de Reuven, Sheni, Amay Meshalem Tashlume Kefel, Shinui Reshut, Blo Yehush, Mi Kalemande Amar de Kane. Sheni, c'est qui Sheni? chez Lévi. Le voleur. Yehuda. Rishon, c'est le premier voleur. Sheni, c'est le deuxième voleur. C'était qui les voleurs dans l'histoire? Shimon et Yehuda. Shimon, c'est le premier voleur. Yehuda, c'est le deuxième voleur. Shimon a volé la bête à Reuven. Il a revendu à Lévi. Et Lévi s'est fait voler par Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Shimon, qui a revendu, qui a volé Reuven et qui a revendu à Lévi, combien il doit? 5 fois plus. Et ensuite, Yehuda, qui a volé Lévi, l'acheteur, il doit Kefel. C'était normal? A priori, oui. Tout est logique. Seulement, la Gemara dit, excuse me, ce n'est pas logique. Pourquoi ce n'est pas Parce que logique? Yehuda, il aurait dû payer 5 fois aussi. Parce Non. Non. Pourquoi? Il n'a rien fait. Il a juste volé. Lui, il est devenu propriétaire. Mais il a juste volé. Oui, mais Il a juste volé. Il a juste volé. Donc, un voleur, il a juste volé. Un voleur, il paye double. Oui, c'est vrai. Mais la Gemara dit, il n'aurait pas dû payer double. Pourquoi il n'aurait pas dû payer double? Il aurait dû payer qu'une seule fois. Parce que la bête est toujours là. Pourquoi? Il y a pas eu Pourquoi? de Car il n'y a pas eu de Yehush. Si on dit qu'il n'y a pas eu de Yehush, alors la vente de Shimon à Lévi elle n'est pas valide. Si la vente n'est pas valide, donc Lévi n'est pas propriétaire. Si Lévi n'est pas propriétaire, donc Yehuda, quand il a volé Lévi, n'a pas volé le propriétaire. S'il n'a pas volé le propriétaire, donc il ne paye pas double, il paye qu'un keren. C'est ça. Mais alors Shimon, il paye. Regarde. Alors pourquoi est-ce que... Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? 5 fois, Shimon. Pardon. Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que Yehuda paye double. Alors, donc on est obligé. Et la pshita, les har Yehush. On est donc obligé de dire que il y a eu Yehush. Reuven a fait Yehush. Alors dans ce cas-là, si Reuven a fait Yehush, alors Shimon, quand il a vendu à Lévi, Lévi est vraiment acquéreur. Et si Lévi est vraiment acquéreur, pourquoi il est vraiment acquéreur? Expliquez-moi. Comment il est devenu propriétaire? Parce que déjà Shimon est devenu propriétaire déjà à la base. Parce que lui, Shimon, il a fait Shrita. Shimon, il a volé, mais Reuven, il a fait Yush. Yehush veshinui reshut, c'est ça ce qu'il faut me répondre. Il y a ici 2 facteurs. Yehush, primo, plus shinui reshut. Parce que tu dis que Lévi est devenu propriétaire.
Donc c'est qu'il y a eu Yehush plus Shinui Reshut. Donc, puisque Lévi est devenu propriétaire, donc Yehuda, quand il vole de Lévi, il vole d'un propriétaire. Et s'il vole d'un propriétaire, c'est normal qu'il paye double. Ok? C'est clair? La Gemara dit, à partir de là, j'ai une kushia atomique, nucléaire, à adresser à Rav. Pourquoi? Si c'était vrai, ce que disait Rav, que Yehush, à lui tout seul, c'est un facteur d'acquisition, même sans Shinui Reshut, alors j'ai une question. Pourquoi tu as dit que Shimon, il doit à Réhouven 4 fois plus ou 5 fois plus? Mais il ne devrait pas. Ça, c'était avant Yehush. Parce que quand il a vendu... Ça, c'était avant Yehush. Oui. Mais tu me dis qu'il y a eu Yehush. S'il y a eu Yehush, donc Shimon, il est déjà acquéreur par le Yehush. Si Réhouven a fait Yehush d'après Rav, Shimon est acquéreur de l'objet volé. S'il est acquéreur de l'objet volé, donc il est propriétaire. S'il est propriétaire, donc lorsqu'il vend le bœuf ou l'agneau, il vend ce qui lui appartient. S'il vend ce qui lui appartient, donc il n'y a pas de raison de le condamner à payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Première question. Vetu, encore un missile. Des katane recha. Ganav ou baher ou gnavo. Rishon meshalem tashlume kefel. Ve'asheni eno meshalem el keren. Il est écrit que s'il y avait un voleur, Ganav, ou baher ou gnavo, et il y a eu un deuxième voleur qui a volé le premier voleur. Rappelez-vous le premier cas. On avait dit dans le premier cas, il y avait trois acteurs. Réhouven, propriétaire. Shimon, premier voleur. Lévi, deuxième voleur. On avait dit, Shimon, il paye combien? Double, bravo. Et Lévi, il paye combien? Une fois. Ma pitom, si tu me dis qu'on parle de après Yehush, pourquoi tu me dis que Hacheni eno meshalem et la Keren, et il paye que Keren? Le deuxième voleur, il paye que Keren. Mirdele achar Yehush kaiminnan. Veisal kadat ar Yehush kone. Sheni amay eno meshalem et la Keren. Il devrait payer Kefel, puisque grâce au Yehush, le premier voleur est devenu propriétaire. Donc le deuxième voleur, il vole du propriétaire. Donc il aurait dû payer Kefel. Pourquoi il est écrit qu'il paye que Keren? Et la lave, Shmamina Yehush, Lokane. Donc on est obligé de dire que Rav n'a pas raison. Et donc Yehush, il n'est pas connu. Si Yehush n'est pas connu, tout rentre dans l'ordre. On a tout compris, tout est logique. Si tu me dis que Yehush n'est pas connu, alors tout ce qui a été dit, c'est absolument logique. Il n'y a que Yehush et Shinui Reshut qui est connu, mais pas Yehush tout seul. Donc ça explique tout. Vekashia le Rav. Donc c'est une forte kushia que l'on adresse à Rav à partir de cette baraïta. Amarava, Rava répond, Vetisbera ha metaratztahi. Penses-tu que cette baraïta, c'est une version juste? Moi, je vais te dire que la version que tu as de la baraïta, elle est erronée. Je vais te donner la bonne version. Et donc, il n'y a pas de kushia sur Rav. Et je vais te démontrer d'abord que cette baraïta, elle a un problème. Il faut d'abord que je te démontre que la baraïta, elle a un problème. Et une fois que tu vas admettre qu'il y a un problème, tu vas admettre qu'il y a deux problèmes. Et donc, si de toutes les façons, il faut corriger, alors permets-moi de corriger de manière à ce que ce soit compatible avec Rav. Regardez comment c'est beau. Et là, des katané sefa. Voilà la preuve que c'est une version erronée, car il est écrit dans la sefa. Gana betavah, uba her ugnavo, rishon meshalem, tashlume arba vachamisha, vesheni, eno meshalem el keren, umika lemande amar shinui marase lokane. Qu'est-ce qui est écrit dans la troisième halakha de cette baraïta? On avait dit qu'il y avait 1, 2, 3. Premier cas, Ganav. Deuxième cas, Ganav ou Machar. Troisième cas, Ganav et Tavah. Qu'est-ce qui est écrit dans le dernier cas? Ganav et Tavah. C'était qui? Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. D'accord? Combien doit rembourser Shimon à Réhouven? On avait dit 4 fois plus, 5 fois plus. Pourquoi? Il a volé et ensuite il a fait la shrita. Donc il paye 4 fois plus. Ensuite, Yehuda. Pardon, excusez-moi.
Reuven, Shimon, Lévi, pas Yehuda. Excusez-moi. Yehuda, c'est que dans le deuxième cas. Dans le Ganav ou Machar. Dans le Ganav et Tavar, il n'y a que 3 acteurs. Reuven, propriétaire. Shimon, voleur, et il a fait la shrita. Et ensuite, Lévi, c'est le deuxième voleur. Donc il n'y a que 3. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Shimon, il doit à Reuven 4 fois plus ou 5 fois plus. Mais Lévi, qu'est-ce qu'il doit à Shimon? Une fois. C'est ce qui est écrit. Bah putain. Une fois? Mais on parle de shrita, n'est-ce pas? S'il a fait la shrita, qui est-ce qui a payé 4 fois ou 5 fois plus? Shimon, il a payé à Reuven le quintuple ou le quadruple. Maintenant, Shimon, après la shrita, il s'est fait voler par Lévi. Dites-moi les amis, est-ce que Lévi a volé d'un voleur ou il a volé d'un propriétaire? Pourquoi propriétaire? Puisqu'il a volé. Il est pas propriétaire. Quand la cavote, quand il fait la shrita, il a fait un chinouille, car la bête elle était vivante et maintenant elle est morte. Donc désormais il est devenu propriétaire par la transformation physique de l'objet. Donc il est impossible de comprendre cette braïta. Tu vois bien que c'est une version erronée. Elle n'est pas metaratsta, elle est meshabashta. Cette braïta n'est pas juste, elle est fausse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible, c'est inconcevable que le deuxième voleur ne paye au premier voleur que Keren. Le fameux din où on a dit Veguna betaish velomi betagana. Mais là, le premier voleur est devenu propriétaire puisqu'il lui a fait la shrita. Donc il y a transformation de l'objet. Shinui maaseh, personne ne remet en cause la notion de Shinui maaseh. Et si tu vois que tout de même, il paye que Keren, c'est qu'il y a un problème dans cette braïta. Il devrait payer Kefel. Alors il dit comme ça. Donc forcément, puisque déjà il faut corriger, alors permets-moi de te corriger. Regarde. Ela le'olam kullah lifnei Yehush. Il faut dire que la braïta, elle ne parle pas de après Yehush. C'était quoi la kushia contre Rav? C'est que tu as dit que la braïta, elle parle de après Yehush, et pourtant, on a vu deux halachot qui ne sont pas compatibles avec Rav. Il a dit non, non, non. La braïta, elle ne parle pas de après Yehush, elle parle de l'ifnei Yehush. Ah, si c'est l'ifnei Yehush, alors comment tu comprends toutes les incohérences? Ve'ifur sefa les metziata ou metziata les sefa. Et là, il faut inverser les halachot de la Metzirata et de la Sefa. Il faut intervertir la halacha 2 et la halacha 3. Je répète, dans cette baraïta, on a 1, 2, 3. 3 halachot. La première, elle parle de Ganav. La deuxième, elle parle de Ganav ou Machar. La troisième, Ganav et Tavah. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Ganav ou Machar? On avait dit qu'il y avait 4 acteurs. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Shimon a volé Reuven, il a revendu à Lévi, et Yehuda a volé Lévi. Dans le cas 3, on a dit qu'il n'y a que 3 acteurs. Reuven, Shimon et Lévi. Shimon a volé Reuven, et Lévi a volé Shimon. Mais qu'est-ce qu'a fait Shimon? Il a fait la shrita. Alors on avait dit que dans le cas 2, numéro 2, Shimon il paye 4 fois plus ou 5 fois plus, le quadruple ou le quintuple, à Reuven, tandis que Yehuda, il va payer à Lévi le double, le kefel. Quand on est arrivé à Ganav et Tavah, on a dit, Shimon il payera à Reuven le quadruple ou le quintuple, mais Lévi, il payera à Shimon juste le keren, c'est tout. Alors la Gemara dit, il faut intervertir. Là, il faut intervertir. Écoutez ça, comment c'est beau. C'est trop beau. Béhémet, on parle de avant Yehush. Et maintenant, si tu intervertis les halachot, tout est clean. D'après Rav, c'est superbe, sublime. Comment? Quel est le din si j'intervertis? Quel est le din dans le cas numéro 2? La Gemara elle-même, pourquoi je vais vous le dire par cœur? On va lire dans le texte. Veima arrive, voilà comment il faut lire. Ganav ou machar, ça c'est le cas 2. Ganav ou machar, ou baher ou gnavo. C'est-à-dire, Reuven
pardon, Shimon a volé Réhouven, il a revendu à Lévi. D'accord? Et ensuite, Yehuda a volé Lévi. Harishon, Meshalem, Tashlumé, Arba, Bahamisha. C'est qui Harishon? Shimon, le premier voleur. Il payera Arba, Bahamisha, le quadruple ou le quintuple. Véhacheni, c'est qui Hacheni? Le deuxième voleur, c'est Yehuda. Et non Meshalem et la Keren. Il ne payera que Keren. Pourquoi il payera que Keren? La Gemara s'explique. Des Shinui Reshut Blo Yehush, Lokane. Pourquoi il paye que Keren? Pourtant, il a volé de Lévi. Lévi, il a acheté, donc a priori, il est propriétaire. Puisqu'on a dit Yehush Veshinui Reshut. Réponse? Il n'y a pas eu de Yehush. Puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, il n'y a pas la base pour le Shinui Reshut. Donc, il n'y a pas eu de transfert de propriété. Ça peut passer même 1000 personnes d'une main à l'autre, ça reste toujours au propriétaire. Car le propriétaire n'a pas fait Yehush. Alors tu as beau faire Shinui Reshut, ça sert à rien. On a compris pourquoi Yehuda ne payera que Keren. Pourquoi Yehuda il payera que Keren? Car ça s'appelle Vegunav mi beta ish velo mi beta ganav. C'est l'objet. L'objet il s'appelle encore objet volé. Il ne s'appelle pas objet acquis. Car il n'y a pas eu Yehush. Tu ne peux pas faire acquisition d'un objet qui appartient à son propriétaire si le propriétaire n'a pas fait Yehush. Regarde juste. Ça, c'est au niveau de la halakha intermédiaire. Maintenant, la halakha 2, on la passe à 3. C'est-à-dire qu'il payera kefel. Pourquoi? Ganav et tavach, ou baher ou gnavo, harishon meshalem tashlumé arba v'hamisha, ve'hasheni meshalem tashlumé kefel, dekanye beshinoi marase. Alors là, la halakha 2, tu lui appliques, le cas numéro 2, tu lui appliques la halakha 3. C'est-à-dire, pardon, le contraire. La halakha numéro 2, tu l'appliques au cas numéro 3. C'est-à-dire, Ganav et Tabah. Lorsque Shimon, il n'y a que 3 acteurs. Réhouven, Shimon, Lévi. Shimon a volé de Réhouven. Il a fait la shrita. Ensuite, Lévi a volé la bête shritée. Quel est le din dans ce cas-là? Shimon, il doit payer 4 fois plus, 5 fois plus, c'est normal. Et tandis que l'autre, il paiera kefel. Pourquoi c'est normal aussi? Parce qu'il est propriétaire. Car Shimon est devenu propriétaire. Comment? Parce qu'il a fait un chinouille. Parce qu'il a fait un chinouille physique. En faisant la shrita, et ça y est, il a transformé la bête qui était vivante, elle est bête morte. Donc ce changement physique fait de lui le nouveau propriétaire. Donc lorsque Lévi a volé Shimon, c'est tout à fait normal que Lévi paye le double. Parce que ça ne s'appelle pas Veguna Beta Ish. Ça ne s'appelle pas Veguna Beta Ganav, c'est Veguna Beta Ish. Waouh! Comment ça a répondu à toutes les questions. Mais pour dire cela, on a dû intervertir les halachot. La halakha de 2, on l'a appliqué à 3, et la halakha du 3, on l'a appliqué à 2. Donc on a fait un ifour, n'est-ce pas? On a corrigé. Rav Papa dit, moi je peux te trouver une réponse, même sans intervertir. Rav Papa amar les olam, lotifour. N'intervertis pas. Seulement je peux te dire, Sefa bet Shamaïhi, d'Amre Shinui bimkoma omed. Je peux dire que la dernière halakha, c'est-à-dire numéro 3, qu'est-ce qui nous étonnait? Qu'est-ce qui paraissait incohérent? C'est la halakha 3, où il est écrit que le deuxième voleur, qui a volé la bête shritée, Réhouven, Shimon, Lévi. Shimon a volé Réhouven. Shimon a fait la shrita. Lévi a volé Shimon, la bête shritée. Et il paye que Keren. Qu'est-ce qui nous étonnait? Qui paye Keren. Il aurait dû payer Kefel. Alors c'est pour cela, Béhémet, qu'on a interverti. On a dit oui, il paye Kefel. Rav Papa dit non, il paye que Keren. C'est pas la peine d'intervertir. Il paye que Keren. Comment ça se fait? Et pourtant on a dit que Shinoi connaît. La Gemara, Rav Papa répond, tu veux savoir c'est qui l'auteur de cette halakha? C'est Bet Shammai. Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Shinui bimkomo omed. Le shinui, même physique, n'a pas d'impact sur l'objet. C'est pas parce que tu l'as transformé physiquement qu'il a changé de statut. Et donc, il reste toujours à son propriétaire premier. S'il n'y a pas eu de Yehush, il reste toujours à son propriétaire premier. À Botaï, juste, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous vous souvenez d'où Bet Shammai ont déduit que chez nous, Ibn Komo Ahmed, que la transformation physique n'a aucun impact sur le statut de l'objet? Vous vous rappelez d'où on a pris ça? Ah, comment?
Et Shrita, c'est pareil. Non, on avait vu un pasouk. Là. Déjà, c'est bien que vous vous rappelez du pasouk. Allez, un indice. Je vous donne les mots-clés. Etnan et Mehir. Bravo. Lo tavi etnan zona ou mechir kelev bet Hashem elokecha ki toavat Hashem gam shenehem. N'apporte pas au Bet Amikdash comme sacrifice ni le cadeau de la zona, ni l'échange du chien, un mouton qui était en échange du chien. Pourquoi? Parce que les deux sont considérés abominations. Pourquoi c'est écrit gam shenehem? Le mot gam, Bet Shammai ont déduit les rabot shinouyehem. Même si on a fait transformation, même s'il y a eu chinouille, le chinouille ne rend pas la chose permise. Sous-entendu que l'objet conserve le statut initial. La même chose, même s'il y a eu transformation physique de l'objet, c'est pas pour autant que le voleur devient acquéreur. Eh bien, la Gemara dit, si c'est comme ça, Yahi, Kashia, Recha ou Metsiata, les raves. Si c'est comme ça, alors on reste avec une grande question par rapport à Rav. La Recha et la Metsiata restent incompréhensibles parce que d'après Rav, qui a dit que Yehush connaît, alors si on parle ici d'avant Yehush, alors on ne comprend pas pourquoi le deuxième voleur, il paye, on avait vu. Si on dit que on ne va pas intervertir, donc la Baraïta de quoi elle parle? De après Yehush. Si la Baraïta parle de après Yehush, alors la question revient sur Rav. Puisqu'il y a eu Yehush, alors pourquoi le deuxième il paye que Keren? Dans la première halakha, on a dit le deuxième il paye que Keren, le deuxième voleur. Pourquoi il paye que Keren? Mais il y a eu Yehush. Alors, le premier voleur est devenu propriétaire. Alors le deuxième aurait dû payer Kefel. Première question. Deuxième question, pourquoi dans le deuxième cas, celui qui fait la shrita, il paye 4 fois plus, 5 fois plus? Il ne devrait pas payer 4 fois plus, 5 fois plus. Pourquoi? Parce que s'il y a eu Yehush, il est devenu propriétaire. S'il est devenu propriétaire, quand il fait la shrita, ça lui appartient. Quand il revend, ça lui appartient. Pourquoi il payerait 4 fois plus, 5 fois plus? On se rappelle des deux questions. Amar Rav Zevid, Le'olam, Kula lifnei Yehush. Rav Zevid dit, Bémet la Braïta, elle parle entièrement de avant Yehush. Alors regardez Rabotai, c'est trop beau la réponse. C'est que Bémet, il y a eu Yehush, mais pas au début. Ça veut dire quand est-ce que le propriétaire il a fait Yehush? Pas quand c'était dans les mains du voleur, c'était quand c'était dans les mains de l'acheteur. Alors, Nitiashu be'alim belokeach velo nitiashu beganav. D'avele Yehush velo tema mishum debainan Yehush veshinui reshut. Et la filu be Yehush lehudena mekane. Bemet Yehush tout seul c'est suffisant pour être connu. Seulement gabeganav. Et là, de l'omishkahat, de Michel Metarvayu, Ganav Rishon, de Ganav Sheni, et la Beachi. Seulement, pour trouver un cas où le premier voleur et le deuxième voleur payent, c'est seulement s'il n'y a pas eu Yehush chez le premier, il y a eu Yehush chez le deuxième. C'est comme ça qu'on pourrait avoir, en effet, un Tashlum Erbaba Hamisha pour le premier et Tashlum Ekefel pour le deuxième, uniquement de cette manière, qu'il n'y a pas eu Yehush au début, mais il y a eu Yehush à la fin chez le Lokeya.